Alors là, je vais partager avec vous quelque chose que j'ai lu aujourd'hui, que je trouvais magnifique. Et c'est un petit peu, c'est pas mal pour clôturer. À force de l'attacher, on va reprendre la prochaine saison dans quelques semaines. Mais déjà, un grand bravo quand même à Deborah Tali. Parce que c'est elle, encore. On a commencé avec ça et on va clôturer avec ça. Qui a eu la bonne idée de dire qu'on va faire un cours. Quoi qu'il en soit, on remarque qu'à chaque cours, toujours, il y a des concepts de dire quand on a parlé de cette chose-là, et quand on a parlé de ce cours-là, et quand on a parlé de ce cours-là, etc. Parce qu'il y a des, au fond, le travail d'une personne, c'est d'arriver, on l'a dit très souvent en fait, c'est d'arriver à essayer d'affiner les concepts dans lequel il vit. Donc, une fois que j'ai appris une certaine approche, une certaine finesse, forcément, ça vient aussi s'appliquer dans plein de domaines, et forcément, c'est un sujet qui revient. Et en fait, tous les cours, en fait, c'est un grand cours, c'est une grande étude, qui est l'étude de la vie. Et c'est logique. Si tous les cours ne pouvaient pas se mettre bout à bout pour faire un grand cours, alors il y aurait un problème. Et alors, il y a quelque chose sur lequel on a parlé, mais j'ai lu ce matin de façon vraiment trop magnifique. Dans Raj Shlomovis, il dit la chose suivante. Il disait qu'on connaît toute cette histoire de la bataille qu'il y a eu entre l'ange de Esav et Yaakov. L'ange de Esav qui représente quoi? Qui représente le Yetzer Hara, le mauvais penchant. Et à la fin de la bagarre, Yaakov attrape l'ange de Esav et lui dit dis-moi ton nom. Et qu'est-ce qu'il lui répond? Il dit pourquoi est-ce que tu veux savoir mon nom? Et alors il y a plein d'explications. C'est quoi cette et finalement il lui donne pas de nom. Alors il y a plein d'explications. C'est quoi cette histoire? C'est quoi le nom d'une chose? On a déjà expliqué que le nom c'est une relation avec. Mais le nom aussi, quand on dit le nom en Lachon HaKodesh, le nom Lachon HaKodesh, bon, en hébreu, c'est la mahout, c'est l'essence d'une chose. On voit que comment Akadosh Baruch Hu a créé le monde, on est toujours abracadabra, à boré kadaber, celui qui crée en parlant. On voit, il y a un Midrash qui dit que la première chose qu'il a fait, Adam Arishon, il a donné des noms à toute la création. Et à ce moment-là, Akadosh Baruch Hu a pris les anges et a dit, vous avez vu, sa chorma, sa sagesse, elle est plus grande que votre sagesse. Quoi, moi aussi, je peux inventer un nom. Moi, ça s'appelle un blue blue. Voilà, ça c'est un. Donc, je peux donner des noms. Non, parce que c'est-à-dire qu'il a donné le nom de la chose, de ce qu'elle est vraiment. C'est-à-dire qu'Adam Arishon savait voir l'essence de tout ce qu'il y avait dans le monde et lui donner un nom. C'est-à-dire qu'il savait définir l'essence de tout ce qu'il y avait dans le monde, la source de tout ce qu'il y avait dans le monde. Et ça, les anges y étaient bouche bée. Et donc, quand Yaakov demande son nom à Esav, à cet ange, au Yetzer Hara, il lui demande, il dit, c'est quoi ton essence? Alors, il y a plein de réponses qui ont donné, c'est quoi ce dialogue? Une réponse, c'est de dire que il n'a pas de nom fixe, parce qu'en fonction des périodes, il va y avoir des noms différents. Rav Nikos dit ça. Et il dit quelque chose de magnifique de Rav Shlomovis. Il dit, quand on a dit, pourquoi tu demandes mon nom? C'était ça la réponse. Mon nom, comment je m'appelle, qui je suis, c'est quoi mon essence? Mon essence, c'est, mais pourquoi tu poses des questions? Arrête, allez, non, on continue. Allez, circulez. Mon nom, c'est circuler. Mon nom, c'est... Pourquoi tu poses des questions? C'est quoi le Yetzer Hara? C'est quoi la pire chose qui fait qu'une personne, elle arrive à s'écarter du chemin de construction qui va l'amener à réaliser tout son potentiel? C'est cette petite voix dans la tête qui lui dit ça va. Ouais, allez, continue. Il circulait, il n'y a rien à voir. C'est ça le Yetzer Hara. Il dit pourquoi tout ça t'intéresse? Parce qu'au fond, le Yetzer Hara, il n'a aucune force en soi. C'est que de l'imagination. À tel point que on nous dit dans le sage que quand Mashiach va venir, Hashem m'a dit ce soir, on va aller tout à l'heure à Yerushalayim, on va faire ce qu'on a à faire, et Akadosh Baruch Hu va prendre le Tzarara, il va l'abattre devant tout le monde. Il va être Shochet le Yetzirara. Et il y aura les tzadikim et les Rechaim. Les tzadikim vont pleurer, et les tzadikim vont pleurer. Les tzadikim ils vont pleurer en disant, il va leur paraître comme une montagne, et ils vont pleurer en disant comment est-ce qu'on a fait pour résister devant une telle montagne. Et les Rechaim, il va apparaître comme un petit cheveu. Ça veut dire comment c'est possible qu'on soit tombé devant un petit cheveu pareil. Pourquoi? Parce qu'au fond, le Yetzer Hara, c'est uniquement
dans ta tête, c'est de l'imagination. Il te fait miroiter des choses qui n'ont absolument aucune profondeur, du rien du tout. Il te fait courir après du vent. Donc quoi? Les tzadikim qui n'ont pas transgressé la faute, ils sont restés dans leur imagination en disant attends, mais c'est vrai, mais si je faisais ça, ce serait quand même génial, et ça a l'air super, tout ce monde, etc. Ils sont restés dans l'imaginaire. L'imaginaire, le Tzerara, il sait de faire des dessins incroyables. C'est Hollywood, le Tzerara. Mais les Rechem qui sont tombés dans la faute, ils ont goûté, ils ont vu que c'était du rien du tout. Donc ça leur paraît comme un film. Comme j'ai couru toute ma vie pour ça, et je suis tombé pour. J'ai tout perdu pour rien, pour du vent. Donc les tzadikim qui n'ont pas goûté pour voir que c'était que du vent, ils sont restés dans l'imaginaire. En tout cas, les tzerara, c'est que l'imaginaire, c'est du vent. Il n'y a rien du tout. Et ce qu'il veut pas, c'est que tu te réfléchisses pour te rendre compte que c'est que du vent. Donc la première chose qu'une personne doit faire, c'est venir le mercredi soir, manger de la bruschetta et des salades, et se rendre compte que en fait tout le reste c'est que du vent. Que je suis libre de moi, je peux réfléchir à vraiment ce qui m'intéresse dans la vie et le réaliser. C'est pas plus difficile que ça. On a dit que le thème de ce soir, des gens, il y a rares gens qui ont vu la pub, si vous l'avez vu. C'est moi, j'ai fait une belle photo avec une noix de coco. C'était les vacances juste un kiff. Ouais, ça fait du bien. Hein. J'allais dire on va partir au soleil, mais les gens, où est-ce qu'ils viennent en vacances? Ils viennent à Tel Aviv. Donc on est déjà au soleil, partir au frais. Quoi qu'il en soit, il y a un texte qui est assez intéressant que Moshe Rabbeinu, donc Moshe Rabbeinu, on voit là dans ce vers de Varim, qui se passe en fait la dernière semaine de la vie de Moshe Rabbeinu. La partie de la semaine va être Hanan. Moshe, Hachem lui a dit tu vas pas rentrer en Eretz Israël. Tu vas pas rentrer. Et pourtant, Moshe va faire la guerre contre Og, va faire les premières guerres et va conquérir la frontière du Jourdain et va installer 2 tribus ennemies dans cette frontière. Et ces tribus ennemies, ce terrain-là va prendre un statut d'une certaine manière de Eretz Israël. Moshe va dire intéressant. Hachem m'a dit que je ne rentrerai pas en Eretz Israël. Et pourtant, il m'a laissé rentrer, commencer le travail de prendre le contrôle de la terre d'Israël. Peut-être qu'il y a une porte de, moyen de moyenner avec Hachem. Et il commence à prier. Quoi qu'il en soit, Hachem va dire non, stop, arrête de prier, je t'interdis. Si tu continues à prier, je suis obligé de te faire rentrer en Eretz Israël et ça va faire des problèmes. Et donc il va le faire monter sur une montagne. Bon, ça c'est pas dans le paracha, c'est la toute fin. Dans Vezot Aberacha. Vayal Moshe, Me'arvot Moav El Arnevo. Il va le faire monter sur la montagne de Arnevo. Roche à Pisga. Asher al Pene Yerecho, au-dessus de Yerecho. Vayeru Hashem et Kol Haaretz et à Gilad Addan. Donc il le fait monter et il va lui faire voir la terre de Gilad jusqu'à Dan, une certaine partie de Israël. Ve'et Kol Naphtali, et la partie, le territoire qui appartient à Naphtali. Ve'et Eretz Ephraim, et la terre qui appartient à Ephraim. Umnaché, et la terre de Umnaché. Ve'et Kol Eretz Yehuda, et aussi la terre de Yehuda. Ad Ayam Acharon, jusqu'à la mer. Ve'et Anegev, il va aussi lui montrer le Negev. Ve'et Akikar, Bik'at Yerecho, Ir Atemarim Ad Zohar. Donc en gros, il lui fait un petit guide touristique. C'est comme tu peux aller sur internet, tu cliques, il te fait voir tout Israël en 10 minutes, il montre tous les points. Hachem il le fait, tiens, regarde, là-bas, là vous avez le Kotel, là c'est la ville intercontinentale, etc. Là c'est les Clara, il lui montre tout ce qui se passe, tout ce qui est sympathique en Israël. Et j'ai retenu ce nom Clara. Quoi qu'il en soit, il lui montre tout Eretz Israël, endroit par endroit. Très bien, il a vu. Et après il remet une couche à Hachem. Vayomer Adonai, Elav, Zot Haaretz, Asher Nishbati, Lavram, Yitzhak, Yaakov, les morts, Zeracha et Tenena. Ereticha, Be'enecha, Veshamal, Tavor. Là, il lui met un petit coup de rasra. Il lui dit ça, c'est la terre d'Israël que j'ai promis à Abraham, Yitzhak et Yaakov, et toi, tu ne vas pas rentrer là-bas. Bon. Pourquoi il a fait un coup comme ça? Je ne sais pas, c'est la question. Mais quand on dit Zot, il y a un grand principe dans le Torah, quand on disait, vous savez, quand on dit à Pessah, il y a un moment où vous savez, on fait plein de discussions dans Pessah. Une discussion, c'est on aurait pu depuis Rosh Chodesh Nissan faire Pessah. Mais pourquoi est-ce qu'on sait qu'on doit faire le Seder de Pessah le jour de Pessah? Parce qu'il est écrit Ba'avourze, à cause de ça. Et donc c'est seulement le moment où je peux montrer le matzah ou le maror. Donc je dois raconter à la société d'Égypte le soir où je vais manger la matzah et le maror. Ok?
Donc quand on dit zé, c'est qu'on montre quelque chose. D'ailleurs, il y a aussi une grande chose, quand les Juifs ont traversé la mer, il y a écrit zé keli vanvehu, c'est mon Dieu, voici mon Dieu, et je veux le louer. Et de là, ils apprennent les sages. Elle a vu Shifra Bayam, elle a vu une servante dans la mer, ce que Yecheskel n'a pas vu le Zohar. Il ramène ça, ce que les Yecheskel a Navi, le grand prophète Ézéchiel, n'a pas pu voir dans ses prophéties. Pourquoi? Parce qu'il écrit Zekeli, voilà Dieu. Ils ont pu pointer Dieu du doigt, de cette manière. Donc quand il écrit Zot, c'est que je te montre quelque chose. Ouais. Donc là, il dit Elab, Zot Haaretz, voici la terre. Qu'est-ce qu'on apprend de là? Qu'Akadosh Baruch Hu, il a remontré la terre, mais cette fois, il dit qu'il a monté toute la terre. C'est qu'Hachem, il a fait en deux parties. D'abord, je te montre ça, cette partie, regarde ça, regarde ça, regarde ça, regarde ça. Je t'ai montré toute la terre, partie par partie. Et après, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait un miracle que Avraham Avinu a pu d'un point voir l'ensemble de la terre d'Israël sans avoir même à tourner la tête. Les zooms fut inventé. Quoi? Il a fait un zoom. Ouais, les zooms fut Il a fait un zoom. Donc quoi qu'il en soit, Contraire. ouais. Ouais. C'est qu'on peut montrer du doigt. Ouais, donc comme il a dit Zot, la voici la terre. Zot, c'est ça veut dire que tu peux pas montrer. Non, non, aussi Zé, Zot, c'est la même chose. Ah, C'est-à-dire qu'il lui a montré, il lui a remontré la terre. ok, je Ok? Ouais, excusez-moi. Zé, Zot, juste masculin, féminin. D'accord? Donc Zot, arrête, la voici la terre. Donc là, on apprend qu'il lui a remontré la terre, mais dans son ensemble. Donc Hachem, quand il a voulu montrer à Moshe Rabbeinu Eretz Israël, il lui a fait en deux parties. D'abord, morceau par morceau, et après, je te montre l'ensemble. Alors la question, c'est quoi ce but? Au fond, une fois que tu montrais par morceau par morceau, bah, j'ai tout vu. Ou alors qu'il aurait pu. Donc il n'y a pas besoin de tout me remontrer. Surtout qu'il y a un grand principe que si je ne l'ai pas déjà dit, je vais le dire maintenant, c'est un principe important. C'est-à-dire que Hachem ne fait pas des nissim, des miracles pour rien. Chaque miracle qui se passe dans l'histoire, il a un rôle et ça devait se passer comme ça et pas autrement. Hachem, pardon, ne vient pas changer la réalité du fonctionnement du monde pour rien. D'accord? C'est intéressant d'ailleurs de voir, est-ce que c'est lié, est-ce que c'est pas lié, mais on apprend de ça, quand il écrit Vayehi, Vahi bimi achashverosh, Vayehi, c'est la shon de Klala. Il y a quelque chose de mauvais. Dès qu'on entend Vayehi, et ce fut, c'est un mauvais langage. Pourquoi? Parce que quand c'est ce fut, on apprend qu'il y a, quelque chose de transformation dans les règles de la nature, dans le fonctionnement normal du monde, et ça c'est quelque chose de pas normal. C'est-à-dire que Hachem ne vient pas interagir avec, il a fixé des règles au monde, il ne vient pas changer les règles du monde comme ça. Donc là, s'il essaie de faire un miracle, c'est-à-dire que ça a un intérêt majeur, ça a un sens de dire maintenant que je t'ai montré morceau par morceau, donc sans faire de miracle. Voilà, là, regarde, tour touristique. Maintenant, je vais te faire de façon miraculeuse tout voir d'un coup. Alors, qu'est-ce que ça vient rajouter? Et comment il a tout vu par vision? je ne sais pas exactement techniquement qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête, d'accord? Parce que ça m'est jamais arrivé. Mais Hachem, il a fait un miracle que c'était possible de voir tout d'un coup, d'accord? Je sais pas si, il y a un autre miracle comme ça, c'est pas, il y a écrit que Shamor Vezachor Bedibur Echad. Ishmianu Kalamecho Yochad. On dit ça dans les Chazodi. Ouais. Hachem nous a fait entendre le mot Shamor Vezachor. Parce qu'on a dit comment parfois une fois il y a écrit Zachor, une fois il y a écrit Shamor et Shabbat. Donc il a dit les deux mots en même temps. Donc nous on ne sait pas ce que ça veut, c'est possible de dire deux choses en même temps. D'accord? C'est un miracle. Je ne pourrais pas expliquer comment ça s'est fait. En tout cas, c'est ça comme ça qu'il a fait qu'il a été capable d'avoir un concept qui s'appelle voir Israël d'un coup, en une vue. Il a fait un panoramique d'Israël. Maintenant, pourquoi Hachem il a fait ce miracle? C'est que quand on regarde quelque chose, il y a deux façons de regarder une chose. Il y a morceau par morceau, découpé, et il y a ce qu'on appelle une vue globale de la même chose. Et ces deux visions-là, ces deux rapports qu'on a par rapport à une réalité, elles sont importantes. Alors je vais commencer par la partie évidente, après on va voir la partie peut-être moins évidente. Je sais pas, en fait, peut-être aucune des deux n'est évidente, ou les deux sont évidentes. Excuse. Quoi qu'il en soit, il y a un danger de voir les choses de façon trop globale. C'est quoi le danger quand je vois les choses de façon trop globale? C'est que je fais pas attention aux détails. C'est que j'ai l'impression
que si là ça va, alors ça va rattraper en fait l'ensemble. Et ça c'est quelque chose qui est, d'ailleurs c'est dans la paracha de la semaine, est-ce que c'est exactement ça? Je suis pas sûr, mais en tout cas ça, on peut le lier. Il y a écrit l'otosifu velotigreou. Vous n'avez pas à rajouter, vous n'avez pas à retirer de tout ce que Hachem vous a, toutes les mitzvot. Alors, déjà pourquoi est-ce que je n'aurais pas le droit de rajouter? On a déjà fait un cours, on a déjà parlé de ça, c'était un des premiers cours qu'on a fait ici. Mais pourquoi dans cet ordre-là? A priori, j'ai plus de tendance à vouloir enlever que vouloir rajouter. A dit, le sage de là, ils apprennent, dit ne rajoutez pas pour ne pas arriver à enlever. Pourquoi? Parce que parfois, je donne un exemple, moi, un exemple personnel. Avant Sukkot, donc à Sukkot, on a une mitzvah, qui est une mitzvah d'ailleurs. C'est intéressant, parce qu'on n'a pas ça de façon particulière dans toute l'année, c'est pas appuyé dans toute l'année, qu'on doit prendre un etrog yafé, etsperi hadar. Il doit être hadar, il doit être magnifique le etrog. Donc moi ça m'est arrivé de passer des années, à passer des heures et des heures et des heures et des heures à chercher des etrogim jusqu'à genre vraiment 2 heures avant la fête, je me suis retrouvé à Bnei Brak chez quelqu'un, sous le truc de ses enfants, il m'a sorti un etrog à un prix pas possible et je l'ai acheté, un truc pas possible. Enfin, on peut... Quoi qu'il en soit, un truc pas possible. Mais tu te sens tellement fort d'avoir eu ce etrog, et j'ai tellement mis d'efforts dans le etrog, que en fait, j'ai pas pensé à acheter quoi? Un loulav. Et donc je vais pour acheter ce qu'il y a des loulav partout. Quoi? On peut encore plus pour ma femme. Je t'ai offert un loulav. Quoi qu'il en soit, un loulav. Et le problème, c'est quoi? Les loulav, vu que les gens ils prennent, ils lavent, etc., ceux qui restent à la fin, ils sont complètement défoncés. Et d'herbe minime sans loulav, c'est pas d'herbe minime, ça compte pas. Et alors, c'est intéressant. On va peut-être parler de ça, mais que. Donc, quoi? Tu peux avoir tendance à croire que vu que là, je fais de l'extra, alors là, j'ai le droit de faire moins parce que je moyenne. Vu que... Écoute chérie, attends s'il te plaît. Déjà, tu te rends compte comment j'ai fait des efforts aujourd'hui, j'ai fait la vaisselle. Alors, tu vas un peu me demander en plus d'être sympathique. Est-ce que j'allais dire de laver le sol? On pourrait y réfléchir, oui, peut-être, etc. C'est parce que je lave la vaisselle que je suis assez sympathique. Bah non. Tu dois être bien là, là, là et là et là. En quoi on reconnaît une grande personne? On la reconnaît dans les détails. Mais quoi? Si je regarde de façon globale, je dis, attends, mais globalement, tu te rends compte comment un mec aussi sadique que moi là-dedans, forcément, je suis un mec génial. Et c'est pas comme ça que ça marche. C'est pas comme ça que ça marche. On avait déjà dit, la Torah, elle cherche la shlemut, l'entièreté d'une personne. Que si j'ai 2 chalotes pour faire le motzi, une qui est immense, mais il lui manque un petit morceau, une qui est petite, mais elle est entière, je prends la petite, mais entière. Les sacrifices au temple, ils ne devaient pas être gros, ils ne devaient pas être magnifiques, ils ne devaient pas être extraordinaires, ils devaient être tmimim, sans défaut. D'ailleurs, c'est intéressant de voir, on a parlé quand on expliquait comment le Beth Amikdash a été détruit, avec l'heure de Kamsa et Bar Kamsa, comment il a fait, il s'est énervé, il a dit je vais me venger. Il a été voir l'empereur, il a dit les Juifs se rebellent contre toi. Il a dit ah oui, pourquoi tu dis ça? Moi, ils me payent mes impôts, il me dit tu sais quoi? Tu vas leur envoyer un korban, un sacrifice, et tu vas voir, ils vont pas vouloir l'amener au temple. Alors que ma maison elle est appelée une maison de prière pour tous les peuples, que n'importe qui peut venir, un non-juif peut venir envoyer un sacrifice au Beth Amikdash. Et d'ailleurs, un non-juif va être exaucé au Beth Amikdash plus qu'un juif. Et après, je racontais juste une petite anecdote. J'ai eu la chance de revoir ceux qui étaient à la conférence. J'ai vu Bérébi cette semaine, après la conférence, c'est extraordinaire. Il m'a raconté une histoire, il m'a dit c'est incroyable, je n'ai pas raconté ça à la conférence, donc je vous la raconte ce soir en exclusivité. Il avait monté une start-up, son premier investisseur de sa start-up, c'est un monsieur, j'ai oublié le nom. Bon. Et après que la start-up, bon, il y a eu un moment, un grand truc, ça avait été racheté par Google, finalement, c'est pas fait racheter, la start-up est tombée, bon. Il était avec Jérémy, il dit écoute, ni non-juif ce monsieur. Il a dit, il était avec lui en Israël, il faisait le point. Et écoute, ça fait très longtemps que j'ai pas été à Jérusalem, viens, on va à Jérusalem. Jérémy, il dit, viens, ok. Il a pris, il l'a amené au temple. Il l'a amené au Kotel. Et il s'est mis, ce bonhomme, il a commencé à prier dans son langage, etc. Il sort de là. Et là,
il y a, c'est une histoire véridique, hein, vraiment, il y a il y a son téléphone qui sonne, et c'est son associé qui était, ils avaient acheté une écurie de Formule 1. Il était à Monaco sur un tour. Il dit écoute, il l'appelle, regarde, je suis avec un Israélien là, qui a investi dans une start-up. Il en a marre, ça vaut rien, ils font n'importe quoi. La start-up est morte, il veut vendre ses parts. Il a X% de la boîte. Écoute, va les rencontrer. Très bien, le soir, il fait un rendez-vous. Ça va, ils aiment bien. Et finalement, il doit acheter quelque part. Finalement, un fil en aiguille, ces Israéliens, ils lui vendent tout. Il achète beaucoup de parts de ce truc. Je crois 25% de la boîte. Et donc, il achète la boîte pour une petite valuation. Il achète la boîte. Comment elle s'appelait cette boîte? Là, Ouais. non, presque. Wix. Yeah. Wix, yesh. Yesh. Et donc c'était comme ça, et il a eu ça genre 10 minutes après avoir prié. Il dit Hachem, il est Hachem, je sais pas comment il apparaît, il a dit Dieu au Kotel, au Beth Amikdash, un non-juif il vient, il a fait une prière pour être exaucé, pour avoir qu'on lui envoie une réussite, et 10 minutes après on l'appelle pour lui vendre au rabais des parts de Wix. D'accord? Donc voilà, pour la petite. Et oui, c'est une application qui permet de faire des sites web trucs qui vaut aujourd'hui 1 milliard, elle a passé le milliard d'évaluation. Voilà. Donc voilà. Quoi qu'il en soit, pour la petite parenthèse. Donc le Beth Amikdash, comment est-ce qu'il a été détruit? Il a été détruit, le Beth Amikdash, donc il a dit je vais amener ce sacrifice. Et comme il était sûr que les Juifs n'allaient pas accepter ce sacrifice, il lui a fait un petit défaut au niveau de la lèvre, au niveau de l'œil. Il y a deux avis dans la Gemara. Que pour les non-juifs, ils disent mais il est très bien cette bête, regarde comme elle est belle, un gros bœuf comme ça, et ça. Les juifs me disent vous voyez pas, là il a un petit truc. Bah, vous rigolez, un bœuf comme ça, vous n'avez pas accepté dans votre temple? Non, vous êtes des rebelles, vous voulez pas le bœuf de l'empereur. Donc nous, on veut l'entièreté. Donc une personne qui veut la picture globale, mais regarde, attends, mais c'est vrai qu'elle a ce truc-là, mais regarde comme il est bien, il est gros, c'est un gros bœuf, etc. Non, moi, je veux un bœuf qui soit parfait. Sinon, c'est pas bien. Je veux du 100%. Donc de voir le détail, c'est quelque chose d'essentiel dans la vie, de savoir voir le détail des choses. Et le détail ne peut pas cacher la généralité. Alors, maintenant, on arrive d'un autre côté. Il y a un danger là-dedans. C'est quand j'ai mon œil mis sur un détail, mais je vois pas la picture d'ensemble. Je sais pas ce qui se passe autour de ça. Et là-dedans, il y a deux grands problèmes. Le premier problème, il est que je risque de ne pas pouvoir faire le lien entre les différentes parties de mon puzzle. Quatre quarts de puzzle, mis les uns côté des autres, c'est pas un puzzle entier. Même si toutes les pièces elles sont là. Si j'ai pas fait le lien des 4 morceaux de puzzle, les 4 quarts du puzzle, ça ne fait pas un tableau qui est global. Vous voyez une histoire complètement folle. Excusez-moi mesdames, encore une fois, comme je le dis infiniment dans ce cours, il y aurait 1 milliard de points à dire sur l'histoire que je vais dire tout de suite. Je veux juste en tirer un. D'accord? Il y avait un monsieur qui s'appelait Rabbi Akiba. Rabbi Akiba, à 40 ans, il était un roi Etzon, il était un berger. Et sa femme, elle dit lui, je sens qu'il a du potentiel. Je vais me marier avec lui, même un berger, c'est une fille d'un grand riche de Kaba Savoie. Et à 40 ans, il dit écoute, tu vas aller étudier la Torah. Il me dit moi je connais, j'ai 40 ans, tu comprends? C'est pas, va étudier avec les enfants. Apprends l'alphabet, repart à zéro. Bon, d'accord. Elle l'envoie. Et maintenant, il part vraiment de rien, etc. Il va rester 12 ans sans rentrer à la maison à étudier. Au bout de 12 ans, il dit bon, peut-être que je sache, j'ai quand même des enfants. J'ai une femme, peut-être que je sache ce qui se passe chez moi. Je suis même pas au courant, je fais que étudier. Il va pour rentrer chez lui. Il arrive à la porte. Et là, il entend sa femme qui parle avec sa voisine. Sa voisine, il dit ah, je comprends, il exagère quand même ton mari. 12 ans qu'il est parti pour acheter des cigarettes, et tu vas 12 ans qu'il est parti pour étudier, et quoi? Et la parnassa, et les enfants, l'éducation, et toi. Et là, elle dit une chose, il l'entend par la porte, il dit écoute, même s'il pouvait rester 12 ans de plus, ça serait super. Et là, le mec il entend ça, il repart. Et il va repasser 12 ans
Allez, tu vois. Là, tu vois, il y a la télévision. Je vais pas le faire. Quoi qu'il en soit, il y a une question qui se pose. Pas le faire. Il y a 20 questions. Je vous dis pas la question comment est-ce qu'il peut rester 24 ans sans voir sa femme, etc. Il y aurait infiniment à parler de ça, mais c'est pas là le sujet maintenant. Et le sujet, c'est dur hein, de ne pas aller dans le truc après on a des questions. Vous savez que les gens qui réussissent, c'est les gens qui savent garder leurs questions. C'est quand tu gardes pas tes questions, c'est-à-dire, pour après, c'est que tu es bloqué par un point et tu peux pas en même temps prendre ce qu'il y a. Quoi? Non, pas, qui va la poser ta question. C'est pas quelqu'un qui il va la poser ta question. Mais ils sont pas obligés d'avoir tout de suite des réponses à toutes les questions qu'il a. Parce que sinon, tant qu'il n'y a pas de réponse, il est bloqué. Donc vu qu'en fait, il y a toujours des questions dans la vie, en fait, tu n'apprends rien, tu es toujours bloqué de ce qui peut se passer autour. Alors on continue, nous. On continue. Et pourquoi est-ce que Rabbi Akiva, il voit que sa femme, elle lui dit qu'il reste 12 ans de plus. Donc il n'a pas peur qu'elle lui dise non, tu ne retournes pas. Donc, pourquoi est-ce qu'il ne rentre pas? J'ai dit bonjour, ça va, discute 2 secondes, un peu fait un point sur l'éducation des enfants, et repart. Je ne vais pas rentrer dans le truc comment c'est 24 ans, mais il est déjà là. Il n'est pas en train d'étudier. Tu es devant la porte. C'était loin pour revenir. Il est revenu. Rentre. Donne un peu de baume au cœur à ta femme. Et repart. Et Rabbi Akiva, non, il repart tout de suite. Et pourtant, c'est pas parce qu'il avait peur forcément que si, alors peut-être que si, peut-être qu'il avait peur que d'une certaine manière, il y a comme un risque que s'il rentre, il n'allait pas pouvoir repartir et il savait qu'il devait repartir. Bon. Mais un autre élément, c'est que 2 fois 12 ans, c'est pas 24 ans. 2 moitiés, c'est pas un tout. Quand je mets bout à bout des choses, mais que entre ça, je vais couper, alors d'une certaine manière, je ne peux pas être dans la continuation de ce que j'ai fait avant. Il y a la Gemara, elle dit un truc incroyable. Elle dit la chose suivante. Pourquoi le Beth Amikdash a été détruit? Parce qu'il ne faisait pas la bracha sur le limud à Torah. Il ne faisait pas Birkat Torah. Le matin, on se lève tous, on fait chaque semaine un livret Torah. Ok? Est-ce que la Hasog est livret Torah, je crois? Quoi qu'il en soit. Ouais. Et eux, ils ne le faisaient pas. Et pour ça, le Beth Amikdash a été détruit. 2 questions. Déjà, c'est un peu exagéré quand même. Surtout que quoi? C'est-à-dire qu'ils étudient la Torah. C'est pas dur de faire ça. Et deuxième question, pourquoi ils faisaient pas la bracha? S'ils étudient la Torah toute la journée, que c'est des tzadikim, si t'as trouvé que ça comme problème pour les punir, alors ils avaient qu'à faire la bracha. Nous, on est très loin de ça et on fait la bracha. Pourquoi eux, ils faisaient pas la bracha? Tu vois la chose d'incroyable. Je crois que c'est le Saba Mikelem qui dit ça. Écoutez bien ça, il dit quelque chose d'incroyable. Il y a une halakha qui, si par exemple, regardez, si par exemple, moi j'arrive au travail le matin, je prends mon café, et après, je veux un verre d'eau. Je prends un verre d'eau, je bois. Et après, je peux continuer. Je pense avec mon café que je sais que je vais continuer à boire. D'accord? Donc avec ma bracha chacun 8 euros, je vais boire plein de trucs. Pourquoi? Parce que dans ma première bracha, j'ai inclus tous les verres d'eau parce que je sais que quand j'arrive au travail, je prends un café, un verre d'eau, un thé, un truc, un snack, etc. Toujours pour faire des pauses toutes les 5 minutes. Ça manque pas d'excuses. Ok? Et quoi? J'ai juste une question. Quand tu dis deux moitiés font pas un, quelle est la valeur du coupa alors? Ah, alors, dans ce cas-là, 2 moitiés font beaucoup plus que 1. Ça fait une nouvelle métiout. Là, c'est pas 2. C'est ces 2 moitiés qui s'unissent, un couple. Et c'est 2 moitiés qui se retrouvent et qui forment qu'un, non? Non, 3. Je suis pas sûr qu'un couple, je suis pas sûr qu'un couple soit à 2 moitiés. Je suis pas sûr qu'un couple soit à 2 moitiés. Un couple, c'est 2 riens qui font quelque chose. C'est-à-dire que c'est une moitié d'homme, c'est pas un homme. Quand dans l'histoire de Shlomo Meller, elle voulait couper le bébé en 2, une moitié de bébé, c'est pas un bébé. On dit qu'un homme n'est pas un homme sans c'est ce que je dis, il n'est pas un homme, il n'est pas un demi-homme. Ouais, il y a une chanson Biladayeh Hanichatsi Ben Adam. Vous connaissez? Hein? Bah, c'est pas vrai.
Viladaïr, Ani lo kloum, Ani Beissem kloum. Voilà, il a dit même lui à la fin. Ok, il avait raison. Il a eu Bagan, Ani Machloket, Ani Chatzibet Adam, Yesh Omrim, Veno kloum. Donc quoi, une personne, une choupa, c'est beaucoup plus que deux moitiés qui viennent se mettre. C'est bien créer une nouvelle réalité, que chacun, il devient une personne. Il se crée dans le mariage. Maintenant quoi, donc, pardon. Ça va d'accord. Voilà, c'est quelqu'un qui dit quelque chose d'incroyable. Donc, je fais chez Akol Nibzoro. Je peux continuer. À moins que, ça se passe avec quelqu'un qui dit c'est la halakha. Si par exemple, à un moment, je sors, je vais faire un tour, je reviens au bureau, là, je dois refaire chez Akol Nibzoro. Pourquoi? Il y a ce qu'on appelle Esiardat. Il a, son esprit s'est évadé de ce qu'il a fait. Il y a une coupure entre ce qu'il dans son état d'esprit d'avant et maintenant. Pardon? Son esprit est passé à autre chose. D'accord? Il a fait une coupure dans sa bracha. Et donc il doit refaire la bracha. Ok? Alors maintenant il y a une question qui se pose. Moi le matin, on sait qu'on est mitzvah d'étudier la Torah le matin et le soir. D'accord? C'était les tzadikim. Le matin, je me lève, comme tout le monde, 3h du matin, 2h du matin plutôt. Je fais Birkat Torah, Tikkun Chatzot, je vais étudier, prier honnête, étudier, manger, travailler, mincha, arvit, étudier, manger dodo. Ok? Journée normale pour un juif. Maintenant quoi? C'est pas moi, quand je dis moi. Quoi qu'il en soit, comment ça se fait que le soir, quand je rentre du travail, je ne dois pas refaire Birkat Torah? Parce que le matin, je fais Birkat Torah, d'accord. Après, j'ai étudié, d'accord. J'ai prié, d'accord. J'étais toujours dans l'idée. Mais après, j'étais au travail. Donc, normalement, je dois refaire la bracha le soir. On ne fait pas la bracha. Qu'est-ce que tu crois? Tu vas au travail. Mais quand tu vas au travail, tu penses au limoud du matin. Tu es en train de faire le lien entre ce que tu es en train de vivre. Tu es en train de faire le lien entre ce que tu es en train de vivre et ce que tu as étudié le matin. Et donc, quand tu vas le soir, tu retournes à la synagogue, tu es en train de continuer le limoud du matin. C'est incroyable. Le Rav Wolbe dit un truc incroyable. Il dit la tfila. Il dit quand tu arrives à Mincha, tu recommences du point où tu as quitté Hachem au moment de Shachrit. C'est toute une continuation. Tu montes d'où tu l'as laissé. Mais pour lui, c'est une évidence. C'est une évidence. Pourquoi? Parce que quand il est à la Mincha, son esprit ne s'est pas écarté du point où il a fini la Hamida au moment de Shachrit. D'ailleurs, c'est intéressant. C'est quoi les premiers mots de quoi on commence la Hamida? Adonai, Sefatai, Tiftach, Hachem, ouvre mes lèvres. Et avec quoi on finit la Hamida? Elokai, Netzor Leshonim Mera. Garde ma bouche de mauvaises choses. C'est au début de la Hamida, on dit ouvre ma bouche, et à la fin, on dit referme-la. Donc quoi? J'ai ouvert, j'ai prié, j'ai refermé, et maintenant je rouvre. Mais entre temps, il ne s'est rien passé, vu que je l'ai fermé en même temps la bouche. C'est normal, je suis dans la continuation. C'est quoi, nous dit ne savent pas Mikelem, incroyable? Il nous dit c'est quoi la faute qu'ils ont fait qu'ils ont mis le Beth Amikdash? C'est qu'ils n'ont pas fait la bracha. Pas la bracha du matin, on parle. La bracha du soir, ils l'ont pas faite. Mais pourquoi ils l'ont faite? Pas parce qu'ils l'ont pas faite, mais parce qu'ils étaient dans un cas où ils auraient dû la faire. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, ils étudiaient la Torah, tzadikim. Après, on va au business. Business is business. Et après, on retourne tzadikim. C'est qu'ils avaient des cases dans leur vie et qu'ils ne faisaient pas de lien entre ces cases-là. Et donc quoi? Il y a deux problèmes. Le problème qu'on a déjà dit, c'est que leur limoud du soir, il n'était pas la continuation du limoud du matin. Donc il ne montait pas. Il ne pouvait pas grandir. Si un instant, je lâche le fil, je retombe. S'il y a Issar date, si mon esprit il s'évade de où je vais dans ma vie, d'un coup je suis parti à complètement autre chose. À tel point que le Melech Israël, il devait avoir un Sefer Torah qu'il devait avoir sur son bras. Il avait un petit Sefer Torah sur son bras. Et le passouk qui dit quelque chose d'incroyable. Je vous lis le passouk. Vekatavlo et Mishneh Torah Zot, Vaïta imo vekarabo kol yimei chayav.
Lemad, Yilmad, Lira et Hashem Elokav. Il doit le lire chaque jour de sa vie. Il devait tout le temps être en train d'étudier, de lire ce Sefer Torah, à tel point que quoi? Que même la halakha, elle pose la question, elle dit, est-ce qu'aux toilettes, il devait prendre son Sefer Torah avec lui? Il dit non. Elle apprend ça, elle fait un pile-poule pour expliquer que non, aux toilettes, il ne devait pas prendre le Sefer Torah, il devait l'enlever, ou le cacher, le recouvrir. Mais à tel point que on apprend que le roi d'Israël, il doit tout le temps avoir l'esprit dans la Torah. Pas une seule seconde déconnecté de son esprit de la Torah. Pourquoi? Il va prendre des décisions. Tu crois d'où ça vient tes décisions? Tu le relis. Il n'y a pas de date, un seul moment. À aucun moment tu dis attends, mais là je fais une fête, un festin. Non. La Torah, elle est dans ma tête. On a dit qu'une personne qui se met en colère, dit la Gemara, si c'est un sage, elle perd sa sagesse. Et on a vu il y a quelques parachas avec Moshe Rabbeinu, il dit Rashi, Biglal Sheba les klal Kaas, Ba les klal Taout. Comme il s'est mis en colère, alors il s'est trompé, il a oublié d'Alachot. On voit ailleurs aussi celui qui est Gaavtan, que comme Moshe Rabbeinu il a dit si vous ne savez pas, venez me demander, il a aussi oublié d'Alachot, d'une certaine manière. Pourquoi? Si une seconde je mets dans un mode de colère ou de monde d'orgueil, c'est-à-dire que j'ai oublié que j'ai Akadosh Baruch Hu au-dessus de moi, si je me déconnecte une seconde d'Akadosh Baruch Hu, vlan, je perds ma Torah. Il dit si c'est un navi, si c'est un prophète, il perd sa névoie. Et même, vous voulez un truc encore plus, même ce qu'il avait dans les mains, il l'a plus. C'est pas juste qu'il peut plus continuer de dire des mêmes choses. Même ce qu'il avait dans les mains, il l'a plus. Pourquoi? Parce que si une seconde je me déconnecte, je ne peux pas repartir du point où j'étais. C'est un miracle. C'est comme si je suis suspendu dans les airs, je coupe le fil, si après je remets un fil, mais je repars d'en bas. Pas forcément d'en bas, mais c'est sûr que je ne repars pas du point où j'étais. Donc quoi? Le premier reproche qu'on leur faisait à l'époque du temple, c'est qu'ils ne pouvaient pas être dans la continuation. Ils venaient le soir et ils ne reprenaient pas du point où ils avaient laissé le matin. Parce qu'il y avait Essir date. Et on ne peut pas grandir et se développer. Parce que c'est comme si quelqu'un, on va être sur les vitres, quelqu'un qui veut faire bouillir de l'eau, et avant qu'elle soit chaude, il éteint, et après il revient, il refait bouillir, et il éteint, etc. Tu construis pas. Tu fais plein de petits coups, mais à chaque fois tu vas nulle part, et tu recommences. Tu vas nulle part, et tu recommences. Tu vas nulle part, et tu recommences. Au lieu de construire sur les étapes que tu as faites. Quelqu'un qui va faire beaucoup moins des petites choses, mais qui à chaque fois rajoute une marche, il construit, il va quelque part. Qui fait un grand coup, il se fatigue. Ça, il faut que je me repose trop. J'étais un tzaddik hier, je suis resté jusqu'à 3h du matin à étudier. C'est une chose qui vous intéresse ou pas, mais le plus grand Yetzer Hara dans les yeshivot, c'est de rester étudier toute la nuit. Avec le Chavetz Chaim, il allait, Ami, c'était déjà un vieux monsieur. À l'époque, c'était pas tu appuies sur un bouton ou tu tapes dans les mains et ça éteint les lumières. Il y avait des bougies. Et il montait sur les bancs à minuit, il rentrait, et il allait éteindre lui-même une à une toutes les bougies et tout le monde va se coucher. Pour que le Tzara, il soit un tzaddik, étudie toute la nuit. Mais après quoi? Le lendemain, attention, je suis fatigué, tout, je vais me reposer. J'ai loupé mon CDR, etc. Tu as loupé 3-4 jours à tel point qu'à Shavuot, plusieurs rabbanim qui disent à la yeshiva, vous connu, de dire les avrechim, les barkourim, etc. Vous étudiez une demi-heure de plus, 1 heure de plus le soir, vous allez vous coucher, le lendemain vous prenez votre CDR. Ah, et tout le monde entier, il est en train de faire. Comment entier? Les gens que c'est leur boost de l'année, qu'ils allaient faire leur boost de l'année. Vous, à chaque fois, vous avez un rythme. Vous n'avez pas cassé votre rythme pour aller vous faire des coups d'éclat. Alors une fois, il y a un rav à la yeshiva, un très jeune rav, qui est un peu un génie comme ça. J'en parle. Et lui, il a encore une histoire. Genre, il étudie tout le temps. À sa première année de mariage. La nuit, il sortait de chez lui, genre en cachette, pour aller à la yeshiva, pour aller étudier toute la nuit, quoi. Bon, et une fois, il disait, incroyable. Alors, il nous raconte comme ça, genre, je suis venu après je suis venu à 3h30 du matin au Beth Midrash, il n'y avait quasiment personne, etc., c'est pas possible. Et non, il dit, il n'y avait personne dans le Beth Midrash, et que c'est incroyable, c'est vraiment... Et je lui raconte l'histoire du Chavetz Chaim. Je lui dis, tu sais, le Terrara, je commençais pas quoi, il fait, oui. Je comprends. Et alors, ils n'ont pas un peu de Yetzer Hara de rester jusqu'à 3h du matin. C'est quoi? Ils étaient tous des tzadikim que personne a succombé à son Yetzer Hara de rester. Et vraiment, ils disaient, je comprends pas. Moi, je suis le seul que mon Yetzer Hara, j'arrive pas et que je reste étudier la nuit. Quoi qu'il en soit,
Le terrain, il veut te faire des coupures, des cassures. Il veut pas que tu construises et que tu construises toi. Il veut que tu redescendes. Et ça n'a pas de sens. Ça, c'est le premier danger. Deuxième danger, c'est quoi? C'est que je ne fais pas le lien entre les différents éléments. Le premier danger, c'est que les éléments, vu que j'ai pas vision d'ensemble, bah c'est pas un tout, c'est plein de petites briques. Et je manque la picture globale. Et deuxième chose, c'est que je même pas il n'y a même pas d'éléments, il n'y a même pas de lien entre les éléments. Je me rends pas compte que ce que je fais ici, ça a une incidence sur cela. Et ça, c'est aussi le deuxième problème qu'ils avaient. C'est qu'ils comprennent pas. Dans la vie, j'ai le moment Torah et j'ai le moment business. Pas de lien entre les deux. Pas de lien. Là, je fais ça, là, je fais ça. Et là, il leur manque le fait de dire, mais attends, ça a un lien. Comment tu travailles, c'est un lien comment tu étudies, quand tu étudies, ça manque comment tu pries, c'est un lien comment tu étudies, comment tu travailles. Tout est un tout. Quand tu dis bonjour le matin à quelqu'un, ça va une incidence comment tu étudies. Au niveau individuel, pardon, et au niveau global. Il a dit, on a fait le Sion cette semaine, c'était vraiment une soirée extraordinaire. On a la chance d'avoir Rav Lemel qui est venu à la fin. Et un petit devoir à Torah, il a dit en chemin, il a pris une automobiliste de Tel Aviv, enfin, il venait de Jérusalem, une femme de Tel Aviv, qui était musicienne. Elle a vu des rabbins, la première fois qu'elle voyait des rabbins, elle a dit, ah c'est génial, dites-moi, qu'est-ce que la Torah elle pense de la musique? Ils ont commencé à parler de musique dans la Torah pendant tout le chemin. C'est hyper intéressé. Il a dit cette phrase, il a dit, et je vous jure que ce que je vous dis ça, j'y crois. J'y crois dur comme fer. Il a dit, cette dame-là, elle s'intéresse à la Torah, parce que vous êtes assis ici et que vous étudiez la Torah à Tel Aviv. Ah, et quel est le lien? Moi, je ne la connais même pas, cette dame. Comme ça. C'est un tout. Quand j'appuie là, ça touche là. Moi, je sais pas. C'est comme d'ailleurs, il y a un grand principe dans la Torah, les gens ils ont un grand problème avec ça. Et je sais pas pourquoi, les gens parfois ils ont des problèmes. Dans toutes les choses de leur vie, ils n'ont pas de problème avec le même concept, et dès que ça les implique, alors là, d'un coup, je peux pas accepter ça. C'est quoi? Il y a il y a des chodes des sages. Par exemple, vous savez qu'il y a Yom Sheni, Shel Yom Tov, Shel Galuyot. Il y a 2 jours de Yom Tov en dehors d'Israël. On fait 2 jours de Yom Tov. Alors, Rosh Hashanah, on fait aussi 2 jours, mais dans toutes les fêtes, on fait 2 jours. Alors qu'en Israël, on fait qu'un jour. D'accord? Moi, le deuxième jour, je le fais pas. Parce que pourquoi ils l'ont fait? Et c'est vrai. Parce qu'à l'époque, il y avait un doute, parce qu'on devait déclarer c'était un mois qui faisait 29 jours ou 30 jours. Et le temps que ça arrive en dehors d'Israël, ça prenait du temps. Et donc, il y avait un doute. Et donc, pour être sûr, on faisait 2 jours. Mais aujourd'hui, on ne fait plus comme ça. Il y a un calendrier qui est clair. Donc, il n'y a plus besoin. Donc, tout le monde sait c'est quand le jour. Donc, il n'y a pas besoin. Je ne fais pas le deuxième jour. Bon. Il y a un grand principe qui s'appelle Batel Ata'am, lo batla Gzera. Même si la raison, elle n'est plus là, le décret, il est toujours là. Pourquoi? Parce que c'est évident. Si je viens, je vais dire bonjour, je vais rentrer dans le cockpit je vais voir, j'ai un copain, il est pilote, je veux qu'il montre comment ça marche dans le cockpit d'un avion. Je lui dis, alors c'est quoi ce bouton? C'est quoi ce bouton? Je commence à regarder. Il me dit, bah, ce bouton-là, c'est pour sortir et rentrer les roues d'atterrissage. Bon, très bien. On décolle, super, etc. Et là, j'arrive en train de faire. Et là, je vais quoi? Je vais aller appuyer sur le bouton pour rentrer les roues d'atterrissage. Mais t'es fou, tu vas nous mettre dans le sol. Je comprends pas, tu m'as dit que c'est pour atterrir, on touche plus la terre, il n'y a pas besoin. Mais tu comprends pas que tout l'avion sur quoi il passe, il y a l'équilibre du poids de l'avion. Les roues d'atterrissage, ça me permet aussi de quoi? De garder l'équilibre de mon avion. Chaque chose, elle a des incidents sur tout l'ensemble du truc. Moi, je t'ai dit, là, ça rentre, c'est vrai que ça sert à atterrir, mais ça s'inclut dans un tout. Si maintenant tu changes ça, tu changes toute la réalité dans laquelle de l'avion, et on peut s'écraser. C'est la même chose. Toi, on t'a dit un petit point, mais ça a des incidences sur ça, et ça, tu vas savoir. Tu sais jusqu'à où ça va la profondeur, les gens qui étudient la Kabbalah. C'est chaque chose, que c'est des incidences sur tout, comment tout est lié. Comment ils ont fait, c'est les gens qui ont changé les minag, par exemple? C'est-à-dire? Il y a des minag qui ont changé avec le temps. Comme par exemple, les Tunisiens, le riz à Pessah.
Ça Pas a des changé. minag, Mais ça a changé par rapport à un fait historique. tout à fait. Alors, il y a Et ça, et à la base, c'était pas comme ça, Pessah. Alors, tout le monde. déjà c'est pas sûr. Là, je t'explique comment ça se passe. Il y a des minagim, il y a des halachot. Des halachot, et ça, ils ont dit, c'est comme ça. Et ça, il n'y a pas eu de changement dans les halachot. À Pessah, le riz, on peut le dire dans la vidéo, même pour l'Ashkenaz, pour tout, Dina Degmara, c'est Kacher Adrin Min Hame Adrin. Maintenant, il y a eu un minag dans certains endroits oui, dans certains endroits non, de s'interdire les légumineuses pour des raisons techniques. Qu'on avait peur parce qu'ils prenaient les mêmes sacs pour ceci et pour cela. Mais ça, c'est juste un minag. Donc, et encore, tu veux que je te dise, même ce minag-là, il y a des gens l'année dernière qui ont dit, bah, allez, stop. Après ça, dernier, il y a eu des voix qui sont élevées en disant, stop, même les Ashkenazim peuvent manger les légumineuses. Après ça, ils ont dit, mais vous êtes fous. Parce que si c'est venu et que c'est rentré dans le clan d'Israël, dans le monde ashkénaze, qu'on ne mange pas ça à Pessah, ça a du sens. Ok, alors il y a des discussions. Il y en a pour qui il y en a qui ont pris ça, il y en a qui n'ont pas pris ça. Mais on ne vient pas, même un minag, on ne change pas un minag pour rien. Je raconte juste une petite histoire, parce que c'est trop belle cette histoire. Ma chavruta, et je suis là, il est très très proche de Rav Mordechai Auerbach. Le fils de Rav Shlomo Zalman Auerbach. Très proche. Et il se trouve qu'il habite en plus en face de l'hôpital, de Chilov. Et malheureusement, la femme du Rav Auerbach a dû être hospitalisée à l'hôpital. Et donc tout de suite, le Rav appelle ma chavruta. On lui dit, écoute, ça va être Shavuot. Est-ce que tu peux, s'il te plaît, excuse-moi, oui, ça va être Shavuot, je crois. Est-ce que tu peux, s'il te plaît, préparer une salade d'œufs pour ma femme? Très content de pouvoir faire quelque chose, il prépare une salade d'œufs, etc. Bon. Il amène la salade d'œufs à la rabbinite. Elle dit, une salade d'œufs, oh Rachel, extraordinaire, merci beaucoup, quelle joie, une salade d'œufs. Et ils sont très étonnés avec ça. Ils disent, c'est pas son style, la nourriture, c'est pas une grand-mère tunisienne, tu vois ce que je veux dire, c'est la femme du Rav Auerbach, jamais vu parler de nourriture de sa vie, quoi. Bon, ils sont contents, il leur fait plaisir. Qu'est-ce qu'ils font le Shabbat d'après? Hyper contents, ils préparent une belle salade d'œufs et tout pour l'amener. Ils vont la voir, ils disent, ah, va au Hachem, regardez, on vous amène. Elle dit, mais c'est quoi? C'est une salade d'œufs. Elle dit, ah, mais pourquoi? Bah, non, pour vous, parce que voilà, on voulait vous faire plaisir. Ah, d'accord, bah, merci, c'est gentil, bah, posez-la là. Et Vincent, ils ne comprennent rien du tout. Il y a une semaine, elle était genre la salade d'œufs, c'était sa vie, et maintenant, genre, elle ne regarde même pas. Il étudie le dimanche avec le Rav. Il pose la question, il dit, écoutez, je vous pose une question, pourquoi? Vraiment une histoire, voilà, il m'a raconté ma chavouta. Et il dit, pourquoi là, la salade d'œufs, et là, pas la salade d'œufs? Je crois, tu lui as mis une salade d'œufs? Il dit, bah oui. Il dit, mais je comprends, pourquoi? Il dit, pas pour Shabbat, parce qu'elle aime ça. Elle aime pas la salade d'œufs, ma femme. Il dit, mais si je vous assure, elle aime la salade d'œufs, j'ai l'impression qu'elle fait, ah, mais non, il y a un minag de manger des salades d'œufs, de manger la salade d'œufs à Shavuot. Donc elle était très contente de pouvoir faire le minag. Mais à Shabbat, il n'y a pas de minag de manger la salade d'œufs. Elle n'a pas compris pourquoi. Asherah Auerbach, il mange à tous les Shabbats exactement la même chose. Pourquoi? Parce que si c'est comme ça que Rav Shlomo Zalman Auerbach il disait qu'il fallait manger Shabbat, il n'y a pas à bouger. Bon, est-ce que oui, est-ce qu'il faut manger les mêmes plats, pas manger les mêmes plats? Mais c'est juste pour dire un petit point, pour dire que des choses qui sont rentrées, il y a des gens beaucoup plus grands que nous qui ont fait des choses, on ne peut pas savoir. Alors, il ne faut pas être non plus, parfois minag, c'est le même note que Gehinam. Ça peut amener à l'enfer. Quelqu'un il s'apprête dans un minag qui n'a absolument aucun sens et il devient complètement débile. D'accord? Il faut savoir. Mais il y a quelque chose qui s'appelle de dire que je ne peux pas voir l'ensemble du tableau. Je ne peux pas savoir que peut-être si je bouge pour quelqu'un dans la santé, on ne se rend pas compte que on voit bien, je ne sais pas, j'ai un exemple, c'est peut-être pas le meilleur, mais je pense à ça. Quand les gens ils doivent prendre des hormones, par exemple, les femmes elles doivent prendre parfois des hormones. Tu vois, c'est sûr qu'elle prend un truc et un jour elle rigole tout le temps, ou elle pleure tout le temps, ou elle ceci, ou elle cela. Et ben, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai voulu toucher à ça, ça a touché à ça dans tout le système de la personne. Mais je comprends pas, tu m'avais dit que ça fait ça. Oui, mais je t'ai pas donné un cours moi, j'ai étudié 10 ans la médecine pour avant de te donner ce médicament-là. Tu en prends un de plus, ça te fout en l'air tout ton système. Donc, on se rend pas compte qu'il y a un lien dans tout ce qu'on fait dans la vie. Et ça, hein, c'est comme cette histoire
de Maurice qui devait faire. Quand je dis Maurice, c'est une blague. Hein. De Maurice qui va pour signer le deal de sa vie. Vraiment, là, vraiment, avec ce deal, il n'a plus besoin jamais d'aller travailler, etc. Il arrive au rendez-vous à 3 heures pour aller signer le deal avec des Allemands. C'est qu'il ne doit pas être en retard. Il part à 2 heures de chez lui, il dit il n'y a pas de problème. Il arrive à 2h30 là-bas, pas de problème. Il commence à tourner, chercher une place. Bon, il ne trouve pas. 2h40, trouve pas. 2h45, 2h50, 2h57, il trouve toujours pas de place. Il dit c'est pas possible. Je peux pas, je vais pas louper les deals de ma vie, etc. pour ça. Il ouvre le toit ouvrant. Il dit Hachem, je t'en prie, je sais qu'on n'est pas au top tous les deux. Mais je te promets, si tu me trouves une place tout de suite là, je te promets, voilà, je vais m'améliorer, je vais donner 5% de ce que je gagne. Mes enfants, j'ai mis à l'école juive, je commence à faire Shabbat, vraiment, mais je t'en prie, trouve-moi une place. Et là, il ferme le toit ouvrant, il tourne, et là, il voit quoi? Il me place, mais genre, il peut garer un bus dedans. Là, ça a été incroyable. Il roule le toit ouvrant, il fait Hachem, oublie ce que je t'ai dit, j'ai trouvé. De quoi? Il fait pas le lien entre ce que je viens de faire, il peut pas faire le lien. Une personne, parce que on a posé, il y a eu cette discussion que les Lubavitch, ils font mettre aux gens les tefilines. Ah, qu'est-ce que ça me sert de mettre des tefilines? L'important c'est que les gens ils comprennent, ils intériorisent, etc. Est-ce que c'est ça la chose à faire, pas la chose à faire? Mais quoi? Parce que quelqu'un il a mis les tefilines, alors quand il va écouter un Dvar Torah, ça va bien rentrer en lui. Il va trouver ça joli. Pourquoi? Ça va le toucher. Parce que tout est lié dans la vie d'une personne. Tout est lié dans la vie d'une personne. J'ai vécu ça, alors ça m'ouvre les yeux à cela. On ne se rend pas compte, parfois, on fait des choses, ça n'a pas de sens, on se dit, mais j'ai perdu mon temps. Tu sais pas, cette chose-là, tu as perdu ton temps, c'est ça qui va te donner la force de faire ça où tu vas gagner le jackpot. J'ai fait une soirée, j'ai fait un Dvar Torah nul. C'est pas peut-être c'est ce Dvar Torah la nul qui va faire que la personne va dire ah il est vraiment trop débile celui-là et il va aller voir il va aller voir un autre rave et il va super accrocher et tu peux pas savoir. Mais tout a un lien. Donc quoi, quand je vois que des petites choses etc. mais que je veux pas voir qu'il y a des liens dans tous les aspects de ma vie, je suis complètement à côté de la plaque. Je suis complètement à côté de la plaque. Donc quoi, Hachem, quand il montre à Moshe Rabbeinu Eretz Israël, il veut lui faire voir les deux choses. C'est pas, ouais, tiens, voilà, Eretz Israël. Eretz Dan, Eretz Ephraim, Eretz Menaché, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Chaque endroit, c'est un trésor. Quand tu vois un Picasso, tu peux pas dire, c'est bien, il est joli, c'est un Picasso. Non, quelqu'un qui dit, mais t'es fou, il y a ça, et il y a ça, et il y a ça, et il y a ça. Chaque chose, il mérite son attention. C'est un joyau. Mais quoi? De voir chaque particulier, ça va pas me faire oublier la vision globale. Comme quand quelqu'un il fait un business. Chaque point est important, mais si je suis trop mis dans chaque point, comme si c'était l'enjeu de ma vie, si j'arrive pas à avoir une vision globale, alors je vais dans le mur. Je vous dis, on a fait ce film cette semaine, il y avait Rav Elie Hassan qui a dit, je vous assure, je vous promets, chaque personne, il voulait savoir si elle allait venir. Si elle venait pas, le monde il est laissé crouler. C'est comme si quelqu'un il peut avoir plusieurs diamants, mais chaque diamant qu'il a, il vient de perdre un diamant. Je vous assure, et chaque personne, il est où? Tu es dans les embouteillages, pourquoi il est pas là? Est-ce que tu es sûr qu'il va venir? Est-ce qu'il t'a dit? Est-ce qu'il t'a confirmé? Chaque personne qui est pas là. Mais en même temps, n'oubliez pas de voir qu'il y avait d'autres personnes dans la salle. Parce qu'une personne qui va se concentrer que sur un point, il perd tout. Et ça, c'est quelque chose qui est aussi extrêmement important à savoir dans la vie. On dit sur l'alter de Slabodka, il y a ses élèves qui ont dit, une fois, ses élèves, ils parlent de lui, et ils disent, c'est quoi la shita? C'est quoi comment dire, on dit la shita, on a la méthode ou la vision, c'était quoi la chose qu'il faut faire dans la vie d'après notre rave? Quoi le chemin, la direction dans la vie d'une personne? Sa shita, c'est qu'il ne faut pas avoir de shita. C'est-à-dire quoi? Je vais vous dire une phrase, vous allez mettre le dernier mot de la phrase. Dans la vie, il faut toujours. Vous mettez n'importe quel mot, la réponse sera, vous êtes à côté de la plaque. Dans la vie, il faut toujours réfléchir et voir la bonne chose à faire. C'est la seule réponse possible, imaginez. Dans la vie, il faut toujours faire la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Bon, d'accord. Dans la vie, il faut toujours
être gentil. Bah non, quand tu fais du business, parfois il faut savoir mettre les points sur la table. C'est toujours gentil, tu te fais bouffer, marcher sur les pieds. Dans ta vie, il faut savoir mettre tes choses, protéger ta famille. Dans la vie, il faut être ferme. Ouais, écoute, essaie d'être ferme avec tes enfants trop, tu vois ce qui va se passer. Avec ta femme, j'en parle même pas. Dans la vie, il faut quoi? Ouais. Dans la vie, il faut étudier la Torah. C'est bien d'étudier la Torah. Parce que étudier la vie, il faut étudier la Torah. Torah. Ouais. Kades. Dans la vie, il faut étudier la Torah. Et vous savez, il y a un texte écrit comme ça que s'il y a quelqu'un qui a des yissourim, quelqu'un il a des difficultés qui arrivent dans sa vie, il doit vérifier toutes ses actions s'il n'a pas d'une faute. Et la Gemara, elle continue, elle dit, et s'il ne trouve pas, non, il dit, il va regarder s'il n'y a pas Bitul Torah. Tout le monde pose cette question. Eh ben Coco, je comprends pas. C'est à quoi s'il n'a pas de faute, il regarde Bitul Torah. Bitul Torah, c'est la pire des fautes. Donc il a une faute, c'est Bitul Torah, pourquoi il n'a pas eu la première fois? Alors on peut encore poser des questions sur la réponse. Je vous donne la réponse quand même, encore une fois. Qui dit, pas qu'il a fait Bitul Torah. Chez Ayalo Levatel Volobitel. Qu'il aurait dû fermer le livre pour aller s'occuper de son voisin. Et il a dit non mais, Torah. Il n'a pas fermé le livre quand il fallait le fermer. Même Torah, chez Limud Torah Kenet Kulam, Chaz Shalom de dire de là, d'apprendre que maintenant, ah oui, mais vous allez, les Chayim ne vont pas à l'armée, etc. Non, je ne suis pas en train de faire la politique. Limud Torah Kenet Kulam. La Torah, c'est quelque chose d'essentiel dans la vie d'une personne. On est venu dans ce monde, le lien qu'on a avec Akash Baruch Hu, il passe essentiellement pour un homme par le monde de la Torah, soit bien clair. Ceci étant dit, il y a des moments où tu dois fermer le livre et aller et faire ce que tu as à faire. L'histoire, quand j'ai cette histoire, vous savez qu'il y a un Rav qui nous a expliqué, Maran, Rav Ovadia Yosef, il avait créé à l'époque un petit mouvement qui s'appelle le mouvement chasse en Israël. Et il a pris ça vraiment à cœur, il faut imaginer, ça vient de tout un mouvement, tous les Sfaradim en Israël, c'était quelque chose de terrible, comment ils étaient intégrés, etc. Ce qu'ils ont fait dans l'intégration des Sfaradim, quelque chose vraiment de terrible. Bon, il a créé ce mouvement chasse, et vraiment il a donné toute ça. Il allait d'un endroit à l'autre, il faut voter chasse, les gens qui ont suivi Rav Ovadia Yosef, il parlait tout le temps de ça. Il faut voter chasse, il faut voter chasse, c'est pas faire de la politique, mais comme ça il disait tout le temps, bon, il s'était battu. Et vient les premières élections de chasse, et c'est un truc qui sort de nulle part, les Sfaradim, tout le monde vraiment les regardait des Sfaradim, Charedim, c'est vraiment le truc, vous êtes des malades, quoi. C'est des Tunisiens comptables, parce que, quoi qu'il en soit, et arrivent les élections, il y a les résultats qui tombent, il est en train d'étudier la Torah, il a son fils qui rentre, papa, oui, il a les yeux de la Gemara. On a eu 4 mandats. 4 mandats, c'était genre 10 fois plus que tout ce que les amis leur donnaient. C'était un miracle. Et là, il se dit, Baruch Hashem. Il faudrait étudier. Il dit, je crois pas. Il dit, vraiment, papa. Non, tu sais, on a eu 4 mandats. Là, j'ai dit Baruch Hashem. Et tu dis, ma fille dit, on me fait, je comprends pas, ça fait des mois que tu vas d'un endroit à l'autre, tu te bats, etc. Et là, quand je te dis, quand je devais me battre, quand il y avait des choses à faire, je l'ai fait. Maintenant, il n'y a plus rien à faire. Baruch Hashem. Et je continue. Ce que j'ai à faire, c'est d'étudier. Donc, j'étudie. Qu'est-ce que tu veux que j'aille? Je vais aller danser. À chaque instant, il y a ce qu'une personne, elle doit faire. Elle doit faire dans la vie. D'accord? Mais quoi? Donc, si je dis dans la vie, il faut faire ça, c'est sûr que je vais me planter. Dans la vie, il faut être quelqu'un d'intelligent. Dans la vie, il faut savoir quoi faire. Donc, il faut. Quoi? Il faut savoir demander des conseils. Il faut savoir. Et c'est ça qui est incroyable. C'est ça le truc complètement dingue. Et après, je vais parler des vacances. Et quoi? Est-ce que j'ai du coup? En fait, ça rejoint vachement là, j'ai compris. Mais quoi? Vous voyez, c'est pas notre coco? C'est pas notre coco? Quoi qu'il en soit, le truc qui est terrible, c'est que pour prendre des décisions, il faut pouvoir prendre du recul. Si j'ai la tête dans le guidon, je ne peux pas prendre des décisions. Mais d'un autre côté, il faut aussi aller voir dans les détails. Et que de comprendre cette décision-là, celle-là, elle est importante. Mais qu'en même temps, il vient s'intégrer dans un truc général. Alors, vraiment des vacances. Les vacances, c'est quoi? Pourquoi personne n'a besoin de vacances? Je crois, tu vis ta vie, tu fais au quotidien. C'est pas bien ce que tu fais au quotidien. Si une personne, elle est en train d'espérer à chaque instant que les vacances, c'est problématique. Elle le sait, je ne suis pas en train de dire un grand ridouche.
Si quelqu'un il ne vit que pour être en vacances et que tout le reste du temps il est en train sa vie n'a aucun sens, il y a quelque chose. Ouais. Oui, je sais pas, bon, prochaine, c'est pas trop le cas de ça, mais en tout cas, si c'est ça, c'est sûr, c'est pas tout. Non, quelqu'un, non, ça a du sens, mais quand même, j'ai besoin des vacances. Pourquoi? J'ai besoin de prendre du recul par rapport à ce que je fais. J'ai 6 jours, des Shabbats. D'accord? J'ai besoin de m'aérer, j'ai besoin de redonner des forces à mon corps, j'ai besoin de faire des choses que je peux pas faire dans mon quotidien, j'ai besoin de réfléchir mon organisation de mes journées, sur ma vie, j'ai besoin de voir d'autres choses. J'ai besoin de prendre du recul. Parce que les vacances, c'est un moment qui doit m'aider aussi à venir intégrer les choses. J'ai la tête dans le guidon, je vois, je fais ça, et ça, de venir regarder qu'est-ce que ça donne au niveau global. Faire le point. De la même façon que Shabbat, ça m'a donné toute sa dimension dans la semaine. C'est quoi ma semaine? Comment ça s'intègre dans ma vie? D'accord? Je ne peux pas être en train de conduire et regarder la carte. C'est drôle parce que j'ai fait ça j'ai dit ça à un jeune, et genre il avait du mal à comprendre ce que je voulais dire. Pourquoi tu ne peux pas conduire et regarder la carte? Quoi? Parce qu'il y a le GPS, il y a Waze. Ça ne même pas l'idée de quelqu'un qui doit s'arrêter pour ouvrir. Tu sais, les plans, il faut les ouvrir comme ça, etc. Et tu regardes, et après tu regardes à la fin. 12, genre tu te bien. Ok? Et après, genre, dire que là, l'autre côté, elle est sur une autre carte à 12 pages. Complètement fou. Enfin bon, donc, quoi, donc lui, il ne comprenait pas le truc. Donc, quoi qu'il en soit, pour les gens qui savent qu'il y a des cartes, tu peux pas conduire, en même temps regarder la carte. Ouais? Maintenant quoi? Maintenant, il y a aussi dans les vacances quelque chose qui est terrible. C'est quoi? C'est que au quotidien, j'essaie de construire quelque chose. Et moi, je fais une coupure. Et donc quoi? Quand je vais reprendre après, tout ce que j'ai construit, quand je vais perdre et je reprends à zéro. Donc en fait, je construis, vacances. Je construis, vacances. Je construis, vacances. Et je monte pas. Ouais, c'est le lâcher prise. Attends, non, j'ai donné. Attends, il y a le monde du travail, il y a les vacances. À la maison, on mange cachère. On mange du poisson. On mange des pizzas. Ok? C'est quoi ça? C'est quoi? Il y a toi à la maison et toi dehors. Toi, t'es un tout. Donc il y a un lien. Les vacances et les continuations de ta vie, t'es le même bonhomme. Comment c'est possible? Non mais dans ma vie, je construis. Là, en vacances, j'ai pas envie de. Je comprends pas. Les mêmes objectifs que tu as dans ta vie quand tu travailles, tu as toujours les mêmes objectifs de ta vie quand tu es en vacances. Juste que tu vas venir essayer de te rapprocher de tes objectifs de façon différente quand tu travailles, quand tu es dans le moment de l'année, quand tu es en vacances. Parce que tu as des outils différents, tu as une liberté qui est différente, tu as une réalité qui est différente. Donc, bien sûr, tu vas avoir une approche différente, mais pour aller au même endroit. C'est quoi ce qu'on appelle les vacances dans les yeshivot? Ben Azmanim. C'est quelque chose que je viens relier ce que je fais avant et ce que je fais après. Par un temps qui est autre, mais c'est un temps qui est entre deux. C'est pas un temps qui est en soi. Je coupe, il n'y a aucun lien. Et après, on verra, je reprendrai là où j'en suis. Les vacances, je dois continuer encore de progresser. Je dois réanalyser ce que j'ai fait pendant avant les vacances. Et prévoir ce que je vais faire après les vacances. Mais c'est une continuation. Toute l'année, je suis dans une dynamique positive, etc. Même là, c'est les vacances, tu comprends, etc. Là, d'un coup, toutes les bases que j'ai construites, là, je vais les perdre. J'ai pris sur moi plein de trucs, et là, d'un coup, je vais tout perdre. Et chacun, il sait, il n'y a pas, je veux pas de truc, mais combien d'histoires? Une fille, toute l'année, elle va travailler, etc. sur la sniout, elle va aller à la plage, truc. C'est quoi le sens de ça? C'est quoi la cohérence de ce que tu es en train de construire dans ta vie? Tu es en train de détruire tout ce que tu t'es battu pour quelque chose pendant l'année, et maintenant tu vas le détruire tout ce que tu as fait. Donc quoi, tu es schizophrène. D'un coup tu construis, après tu détruis, tu construis, tu détruis, tu te bats contre toi-même. Les vacances, ça vient de la continuation. Toute l'année il a pris sur lui quelqu'un de mettre les filines, en vacances il met pas les filines. Qu'est-ce que ça veut dire? Qui t'es toi? Les vacances, c'est un élément qui est essentiel, qui existe, un élément en soi, mais qui appartient à un tableau global qui s'appelle ma construction de ma vie, mon projet de vie. En vacances aussi, je construis ma vie, de façon différente. L'année, je cherche ma femme, et les vacances, je cherche des copines.
T'es un malade si tu penses quelque chose comme ça. Mais malheureusement, je vous assure, c'est des trucs. La vie, c'est un tout. Mais dans un tout, il y a des modes, il y a des moments dans ma vie. Il y a des cycles, des choses qui reviennent. Comme on a dit que la Torah, à un moment c'est Yom Kippour, à un moment c'est Tisha B'Av, à un moment c'est Sukkot. Il y a des moments où je dois travailler sur cette chose-là, et des moments je dois travailler sur ça. Il y a des moments où j'ai un cadre qui me permet de travailler sur d'autres choses. D'accord? Il y a un cadre qui s'appelle les vacances, qui doit me permettre de travailler sur des choses spécifiques, sur des choses que je peux travailler pendant les vacances. Je peux pas faire pendant tout le reste du temps. Mais ça ne veut pas dire que c'est un moment qui est une parenthèse, une bulle dans ma vie qui n'a rien à voir avec ce qui se passe avant et après, parce que je perds tout. Souvent je détruis, je vais repartir d'en bas, et en plus ma vie elle va nulle part si je fais ça. Et c'est très grave, parce que je me rends pas compte que ce que je fais en vacances, c'est des boulets que je suis en train de me mettre pour après. Quelqu'un qui voit des trucs tordus, il peut pas avoir une bonne vision du monde après quand il revient. Quelqu'un qui pense tordu, il va continuer de penser à tordu après. Quelqu'un qui s'habitue à être fainéant, il va être un fainéant après, il va beaucoup plus de mal pour se reprendre en main. Quelqu'un qui court après les désirs, il croit qu'après il va arriver, d'un coup il va manger du pain sec et de l'eau. Pas qu'il est dans le but d'un vie de manger du pain sec et de l'eau, mais c'est-à-dire que... Mais en vacances, on étudie moins la Torah. Qui a dit qu'on devait étudier, on devait faire des études différents? Ben Azmanim. Ben Azmanim. Tu vas étudier des choses différentes. Peut-être que tu vas faire un Baruch Yeshiva, qu'est-ce qu'il a fait avant Ben Azmanim? Il fait Chazara. Il revoit ce qu'il a fait avant. Il n'a pas le temps. Tout le temps, il est tout le temps en train de courir. Il fait Chazara. Il lit plus de Moussa. Il y a un truc, je ne sais pas si ça intéresse la galerie, mais moi, il y a un truc qui ramène le Rav Wolbe. Il ramène le Rav Wolbe une façon d'étudier le Moussa, comme ça il faisait Rav Israël Salanter. Bon. C'est un exemple, hein, mais je ne sais pas si c'est un bon exemple, mais en tout cas, souvent je suis là-dedans. Il dit que Rav Israël Salanter, il dit que quand quelqu'un étudie le Moussa, donc ils ont 1 heure pour étudier, il doit passer une demi-heure, il prend un petit texte, il étudie Be'iyun, il étudie en profondeur, de morale, et après il prend une phrase de cette chose-là, il va la répéter pendant une demi-heure. Quand est-ce que quelqu'un dans une vie normale, il a un truc pour passer une demi-heure à répéter une phrase? Bon, pas mes amis, je me suis dit, bah, tiens, je vais voir ce que c'est ce truc-là. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, etc. Chacun il a son truc. Mais ça te permet quoi? D'essayer de nouvelles choses que tu n'as pas le temps parce que le cadre il est hyper important. Si tu commences à vivoter dans ton cadre, dans ton quotidien, tu construis rien. Parce que le cadre il donne une force incroyable. Quelqu'un qui est organisé, tu te rends compte le nombre de trucs qu'il peut faire dans sa vie. Parce qu'il sait que son cadre il est clair. Et une petite bille qui vient, un petit grain de sable dans le sable, un petit grain de sable dans le système, dans les rouages, ça casse tout. Et si je suis pas organisé, alors j'ai toujours peur parce que je dois garder une demi-heure avant, une demi-heure après au cas où, mais j'ai peur qu'après ça va m'obliger. Quelqu'un il sait, attends, je fais ça, après je fais ça, après je fais ça, après je fais ça, après je fais ça. Il devient un super héros. Bon, mais d'un autre côté, ça laisse pas le temps pour aller dire attends, je vais m'intéresser à ça, je m'intéresse à la chassidoute. Ça s'appelle des vacances. Je vais ouvrir, je vais lire des textes de chassidoute. Je vais lire des biographies de grands hommes. Grands hommes? Grands hommes. C'était quoi? C'est une faute quand j'ai compris ça. Voilà, donc là, c'est grands hommes. Donc, quoi qu'il en soit, même chose. Je vais lire des biographies. Et là, de l'histoire. Je vais faire la halakha, j'en sais rien, chacun de trucs. Mais ça s'appelle des vacances. Ça s'appelle des vacances. Pourquoi? Les vacances selon les tâches. Non, je comprends pas. Je comprends. Encore une fois, chaque personne est là. Encore une fois, mais j'essaie de dire, la même dynamique que tu as dans ta vie au quotidien, dans l'année quand tu as un truc, ça va être la même dynamique qui te porte pendant les vacances, de façon différente. Si quelqu'un dans la vie, sa dynamique, j'ai un truc, voilà, il y avait un jeune ici, son rêve dans la vie, c'est d'être chef. Il va sûrement voir le cours. Bonjour. C'est d'être chef. Il m'a dit, etc. Il faut que je rentre plutôt à Paris parce que il y a toutes les pâtisseries de l'été qui arrivent, etc. Et je vais en profiter pour aller voir. Il y a plein de pâtisseries que j'ai jamais le temps d'aller regarder. Je vais voir comment est-ce qu'ils font les choses. Ok. De la même façon que il a un mode de construction pour être le plus grand chef pendant l'année, mais il ne se laisse pas le temps d'aller voir d'autres réalités culinaires. Quand il a des vacances, il va continuer dans la même dynamique en voyant des choses différentes. Bon, fair enough.
C'est cohérent. Chaque personne. Mais pas, là je suis une personne A et là je suis une personne B qui n'a rien à voir. C'est pas des vacances, ça. C'est du suicide. Il va pas payer pour aller se suicider, ça vaut pas le coup. Et non, et vraiment de prendre bien conscience de ça. Parce qu'en fait, au fond, c'est ça, c'est ça qui s'appelle se positionner dans la vie. Est-ce que vraiment je m'affirme que c'est ça que j'attends de la vie? J'attends de la vie d'être quelqu'un de bien. J'attends de la vie d'être quelqu'un de génial. J'attends de la vie d'être quelqu'un de moral. J'attends quelqu'un de droit, quelqu'un d'honnête, quelqu'un de gentil. C'est ça que j'attends de ma vie. Est-ce que vraiment c'est ça que j'attends de ma vie? Très bien. Alors voilà, maintenant ma vie elle s'inscrit là-dedans. C'est ça que je ne dois pas me faire des kiffs. Pas parce que c'est pas que je ne dois pas m'aérer la tête. Tout le monde doit s'aérer la tête. Et c'est pour ça que même dans les yeshivot, il y a Ben Azmanim. Tu pourrais dire, on ne fait pas de Ben Azmanim. Non. Dans les yeshivot, on n'annule pas Ben Azmanim. Pourquoi? Parce que un jeune, il a besoin de s'aérer. Pas tout le temps être en roue, tu t'arrêtes pas. D'accord. Mais je m'aère dans le même esprit que quand j'étais en train de travailler. De la façon que la semaine dernière, j'avais une mitzvah de ne pas lâcher les yeux du livre, aujourd'hui j'ai une mitzvah d'aller d'aller me balader. Mais je sais pourquoi je me balade, parce que ça me permet de donner le temps d'aller mettre les yeux dans le livre. Parce que ça me permet d'apprendre des choses et d'élargir ma réflexion sur le monde. Parce que ça me permet d'être en bonne force physique, parce que sinon je suis malade et je peux pas. J'en sais rien, chacun il a. Mais ça s'intègre dans un tout. Dans un tout. Écrit. Yemer Shne Chaye Sarah. Il dit Rachi sur place, je ne sais plus exactement le passage, je ne sais pas si je le cite bien, mais il dit souvent que toutes les années de Sarah, elles étaient égales dans sa petite coûte. Il est déjà un peu tard, mais Sarah et Menou, la grandeur de Sarah et Menou, c'est que il y avait chaque jour, il s'inscrivait dans une autre chose. C'est-à-dire que Sarah et Menou, quand elle mangeait pour quelque chose, elle dormait pour quelque chose, elle disait bonjour pour quelque chose. Tout ce qu'elle faisait, ça s'intégrait dans un grand tout qui s'appelle être Sarah et Menou. Ça, c'est bon. Même chose avec Abraham Avinu. Les grandes personnes, les choses de tout ce qu'ils font, ça a du sens. Donc, Bezat Hashem, là on va tous passer, c'est vraiment la bracha que je nous fais tous, Bezat Hashem, qu'on reprenne le cours à la rentrée, avec encore plus d'énergie, du point à laisser du point encore plus haut, avec tout ce qu'on aura grandi chacun dans les vacances, surtout qu'on sera en Elul. Alors là, on sera le moment où on va mettre le paquet Bezat Hashem pour Rosh Hashanah. En tout cas, vraiment beaucoup de brachot, beaucoup de bonnes choses à chacun, et qu'on fasse toujours que grandir. Mala.